Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents. En fait, on va avoir un bloc de 3 présentations qui portent sur un projet de recherche et de développement qui s'appelle TIRIA pour tableau de bord intelligent et réussite académique. Écoutez, on a des problèmes classiques de motivation et d'abandon en formation à distance qui sont connus depuis le moment où la formation à distance existe. Un des enjeux les plus importants, c'est comment pouvoir donner de la rétroaction aux étudiants en formation à distance. Autonomie et autorégulation. Au cégep à distance, à la TELUC, les étudiants qui réussissent bien, puis dans les établissements spécialisés de formation à distance, sont des étudiants qui sont capables d'être autonomes puis de bien se réguler. Alors, les étudiants qui sont moins capables d'être autonomes et de se réguler, bien, souvent vont procrastiner, vont se retrouver dans des situations où ils vont se retrouver en retard, puis ça va éventuellement mener à une baisse de l'engagement puis de l'abandon. Pour les enseignants aussi, c'est assez difficile d'identifier lesquels étudiants pourraient être à risque. Lors de ma thèse que j'ai faite au cégep à distance entre 2004 et 2007, on avait développé un système de tableau de bord manuel. On allait chercher toutes les données, on compilait ça, on retournait ça aux enseignants une fois par semaine. C'est un travail phénoménal, mais c'est difficile pour les enseignants en formation à distance d'identifier leurs élèves qui sont engagés puis ceux qui sont à risque. La solution pour ça, bien, les tableaux de bord. À l'Université Laval, ils ont un tableau de bord qui s'appelle Ma réussite ou Outils appui réussite qui existe depuis très longtemps. Je les salue. Ça a été les premiers au Québec à l'avoir développé. Ça a été parmi les premiers, même en Amérique du Nord, à développer cela. Les tableaux de bord, c'est quoi? C'est l'utilisation des données massives dans une perspective d'analytique d'apprentissage pour soutenir l'expérience d'apprentissage, l'expérience académique des étudiants, pour essayer d'adapter aussi, d'offrir à l'enseignant, aux enseignants, des informations qui leur permettent de pouvoir adapter leur mécanisme de soutien, leur mécanisme d'encadrement. Alors, un grand défi, c'est de proposer un tableau de bord qui est signifiant pour l'ensemble des actrices et des acteurs, mais pour vous dire franchement, à l'Université Laval, puis en fait, dans tous les tableaux de bord que j'ai pu voir, on a le même tableau de bord pour les enseignants puis pour les étudiants, puis c'est pas certain que c'est ça qui est le plus approprié. Alors, c'est des initiatives intéressantes. Il y a toutes sortes de travail. C'est un aperçu très rapide. Il y a toutes sortes de beaux travaux que je pourrais vous mentionner, mais un des éléments qui sont critiques, c'est qu'on demeure avec certains problèmes d'adoption des tableaux de bord, même si on met beaucoup d'efforts dans le design de ces tableaux de bord, puis même s'ils ont des visées qui sont assez nobles pour soutenir la réussite, soutenir l'autorégulation des étudiants, soutenir l'apprentissage. Donc, on n'est pas dans une perspective de contrôle. Assez rapidement, je ne vais pas tout vous le présenter. Dans ce projet-là, on mobilise un modèle d'adoption des technologies qui est plus spécifiquement le TAM3, donc qui est né du TAM1, où, dans le fond, la perception facilité d'utilisation, la perception d'utilité détermine l'attitude, qui détermine l'intention d'utilisation. On a 5 grands objectifs du projet que je vais vous passer assez rapidement. Vous me demanderez le PowerPoint si vous voulez, mais je vais aller assez rapidement pour vous présenter plus précisément les travaux qu'on a faits dans ce projet-là jusqu'à présent. En fait, c'est une méthodologie de recherche-développement qui mise sur du prototypage rapide où on s'est inspiré de l'analyse de la valeur pédagogique. On a vraiment une approche de développement de méthodes associées à l'apprentissage machine. Et on a une autre caractéristique qui est le design centré utilisateur, fondé sur des données qualitatives et quantitatives, donc à partir d'entrevues et de questionnaires réalisés avec des enseignants, des étudiants qui sont utilisateurs, par exemple à l'Université Laval, ou non utilisateurs, par exemple à l'Université de Montréal. Donc, on a réalisé, je pense que j'ai une erreur, je pense que c'était 17, Audrey, hein? Alors, c'est 17, alors excusez-moi, c'est 17 enseignants. Audrey a intégré, on a fait, nous, 7, maintenant 8 entrevues, parce qu'il y en a une qu'on a faite le mois dernier, des entrevues de groupe avec des enseignants, des étudiants. Voilà. Les présentations générales du projet, c'est ce que je fais aujourd'hui, mais je vais aussi vous faire un petit bloc de 10 minutes sur une présentation qu'on a faite à LAC 2023 avec un étudiant stagiaire qui s'adonne à être mon fils et avec... Audrey vous présentera avec Amel le résultat des entrevues avec des utilisateurs, mais aussi le résultat des entrevues de groupe avec des non-utilisateurs. Et Asti, qui est ici, elle est étudiante à la maîtrise à Polytechnique. Elle vous présentera son travail sur l'approche de développement centré utilisateur. Alors, écoutez, on a dans la littérature beaucoup d'exemples qui ont été faits
sur un cours. Normand et moi, on a fait un modèle prédictif dans un MOOC avec un très bon taux de succès. Puis c'est la plupart de ce qu'on retrouve dans la littérature, à part 2 ou 3 exceptions célèbres qui ont été faites avec Course Signal, puis un autre avec Marist College. On n'a pas beaucoup, on a très, très peu d'exemples d'initiatives qui s'appliquent à l'ensemble d'un établissement. Et là, nous, durant la pandémie, qu'est-ce qui est arrivé? Tout le monde s'est retrouvé à distance. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait il est devenu disponible pour nous des données d'apprentissage sur à peu près tous les cours à l'Université de Montréal, parce qu'on n'est pas une université à distance. Ça nous a donné un ensemble de 920 cours offerts à l'hiver 2020, à peu près 60 000 étudiants, 5 000 profs. Alors, qu'est-ce qu'on essayait de prédire? C'est l'abandon. Et la date technique d'abandon à l'Université de Montréal, c'est la semaine 13. Alors, comment on fait pour faire un modèle prédictif pour un ensemble de cours très diversifiés, comme vous l'avez compris? Alors, l'hypothèse qu'on a essayé de mettre en application, c'est d'utiliser le clustering pour essayer d'identifier des designs de cours semblables. Il y a d'autres approches, par exemple à l'ETS, où pour avoir des données, être sûr d'avoir des données qui vont nous permettre de faire un bon modèle prédictif, on contraint le design de cours pour qu'il y ait tant de choses dans une structure très, très fixe. C'est sûr que ça facilite le travail. Nous, notre approche n'était pas la même. Alors, voilà ce qu'on a essayé. Et on avait, en fait, dans cette partie-là du travail, 3 sous-objectifs. Développer un cadre d'apprentissage machine pour traiter les données de Moodle, explorer le clustering, puis tester différents algorithmes prédictifs issus de l'apprentissage machine. Alors là, ça, c'est la partie que je vais aller très vite. C'est la partie très technique qu'on a quand même présentée en détail. Ce qu'il faut... Excusez-moi. Ce qu'on doit retenir de ça, c'est qu'on s'est développé d'aller chercher les données au formatage des données, à la façon de faire le clustering, à la façon d'entraîner les modèles. On a, dans le fond, développé ce qu'on appelle un framework pour réaliser toutes ces étapes-là. Bon, ça peut vous être présenté dans le détail. La chose à retenir, c'est qu'on est quand même, on s'ancre dans le modèle de l'engagement de Frédéric, ce qui distingue entre l'engagement comportemental, qui est vraiment les comportements observables et qu'on peut concevoir comme un continuum de participation. Donc, autrement dit, toutes les données qu'on est allé chercher dans Moodle, on a essayé de les formater, de les transformer pour qu'elles puissent représenter un continuum de participation puis avoir un sens sur le plan théorique. Alors là, écoutez, je ne vous donne pas trop de détails sur le système. Le clustering, je vous donne une petite idée déjà. Donc, on avait le choix de faire des ensembles à 5 clusters, des ensembles à 12 clusters, des ensembles à 25. Donc, on a choisi ces 3 raisons-là pour des raisons que je ne vous expliquerai pas ici. Dans chaque modèle de clustering, bien, dans chaque cluster, on avait une phase d'entraînement sur une partie des données, une phase application sur une autre partie des données. On a choisi le meilleur modèle dans la phase d'entraînement. On l'a réentraîné pour le modèle final. Et on a fait ça partout. Alors, un premier résultat, qu'est-ce que ça donne, les clusters? Bien, écoutez, premièrement, les cours où il y a peu d'informations. Vous voyez, les points sont un peu qu'est-ce qu'on a. Alors, assez rapidement, en fait, pas grand-chose à faire avec ça, peu d'informations. On aurait dû les enlever tout simplement parce que c'est du bruit plus que d'autres choses. Le deuxième, moyennant tout, encore là, probablement trop peu d'informations pour en faire quoi que ce soit au niveau d'un modèle prédictif. Troisième, c'est intéressant, c'est des cours qui sont focalisés surtout sur l'utilisation des ressources et des quiz. Et le quatrième est assez intéressant parce que c'est des cours diversifiés où on fait un peu de tout, pas tant de quiz, mais un peu dans toutes les dimensions, donc un modèle de cours assez intéressant. Et le modèle 5, modèle dans les grands groupes où on a encore là plusieurs types de ressources, mais on n'a pas beaucoup de quiz. C'est comme si on n'a pas beaucoup de ressources d'évaluation formative. C'est peut-être quelque chose à penser. C'est quoi la performance? Écoutez, la performance, je pourrais vous expliquer le accuracy, la précision, le ROC, le log-loss. Je n'aurai pas vraiment le temps. Ce que je vais me contenter de dire, c'est que les modèles, comment on choisit le meilleur modèle? Il y a tout un débat au travers de ça, parce que si on choisit, bon, par exemple, l'accuracy, c'est dans quelle mesure on se rapproche du pourcentage des étudiants qu'on a prédit. La précision ou le recall, c'est dans quelle mesure on identifie tous les étudiants qui ont abandonné. Donc, autrement dit, dans un cas, on peut avoir les erreurs de type 1, dans l'autre cas, les erreurs de type 2. Selon notre objectif,
un modèle, c'est-à-dire qu'une métrique pourrait être plus pertinente que l'autre. Donc, on n'a pas de métrique unique qui est bonne pour tout. Est-ce que ça marche? Notre approche avec 5 clusters, la même chose avec 12, avec 25, nous donne le même résultat qu'un seul modèle appliqué à l'ensemble. Fait que le prof de maths il disait que c'était pas si intéressant le clustering. Il a quand même eu A dans son stage. Moi, je n'étais pas son évaluateur quand même. Alors, techniquement, on arrivait à identifier correctement à peu près 38 des abandons la veille de la date ultime d'abandon. Donc, beaucoup meilleur que le hasard, mais pas vraiment très pratique pour déployer un tableau de bord interactif en termes de délai, en termes de performance. Est-ce qu'on a développé la mission? Développer un cadre d'apprentissage de machine? Oui, tout à fait. Explorer les algorithmes? Oui. Tester les algorithmes prédictifs partiellement. Où est-ce qu'on en est dans ce projet-là? En fait, première piste, c'est d'enrichir les sources de données pour aller chercher 16 tables supplémentaires dans Moodle, d'aller chercher des données historiques, parce que maintenant, on les conserve. Donc, quand on le fera, on aura 30 mois plutôt que 9 mois de données. Intégrer aussi des données qui proviennent des dossiers étudiants et des questionnaires. Ceux qui ont des modèles qui sont précis, qui sont, en fait, ont ces caractéristiques-là. Deuxième idée, c'est le passage à l'info nuagique. Donc, avec l'équipe, on a travaillé avec le soutien d'Amazon Web Services pour vraiment faire le design d'une architecture cible à court terme en passant dans le nuage et une architecture cible à moyen terme. Les obstacles pour cela sont plutôt des obstacles internes à l'Université de Montréal. On a besoin d'avoir un contrat avec AWS. On a besoin d'avoir une clairance au niveau de la gouvernance des données. Donc, c'est des choses correctes. Mais une fois ça passé, on devrait être capable d'avoir un modèle où on va être capable de jouer sur chacun des paramètres, faire du fine-tuning beaucoup plus facilement, puis tester différentes variations dans le modèle, faire les transformations. D'autres approches, évidemment, éliminer les clusters avec peu d'informations, refaire des analyses typologiques, essayer de trouver le N. C'est pas évident, c'est quoi le nombre optimal de clusters. Alors, il y a quand même aussi peut-être d'essayer d'entraîner le modèle sur chaque cluster. On l'avait fait dans une certaine mesure. Une autre piste pour nous, c'est qu'on a déjà commencé à travailler, c'est de travailler, au lieu de travailler sur l'ensemble des activités dans un cours par type de ressources, parce que c'est un petit peu ça qu'on faisait. Dans quelle mesure un étudiant a utilisé les quiz? Dans quelle mesure un étudiant a consulté les ressources URL? Là, c'est plutôt de faire une analyse des sessions, c'est-à-dire des séquences d'activités qui se déroulent dans une session de travail. Alors, et là, est-ce que les caractéristiques, puis nos études exploratoires, on se demandait, est-ce que les séquences d'activités que les étudiants font dans leur session de travail, d'après vous, sont-elles davantage liées aux caractéristiques personnelles des étudiants, leurs habitudes d'études, ou encore davantage liées au design du cours? Quelqu'un veut répondre? Design du cours, c'est bien ça. En fait, nos analyses exploratoires vont dans ce sens-là. Donc, je dirais, dites-moi comment vous évaluez, puis je vais vous dire comment vos étudiants étudient. Alors, c'est peut-être un effet de ça qu'on voit. Donc, je ne les présente pas, mais c'est des analyses exploratoires. Évidemment, on a un projet de développement, de test de tableau de bord. Asti va présenter son projet. Évidemment, l'infrastructure que je vous ai présentée va pouvoir permettre à Asti de faire du prototypage rapide sans utiliser manuellement tous les outils pour développer des modèles de tableau de bord. Et on est en discussion avec l'Université de Canterbury pour possiblement implanter leur tableau de bord qui s'appelle ACE, qui est tout développé en open source puis qui marche dans Moodle. Donc, c'est un projet qu'on va peut-être être capable d'implanter à l'hiver 2024. Maintenant, la dernière grande piste pour nous, c'est de travailler à partir du design du cours. Puis, est-ce qu'on travaille d'abord dans le clustering pour ensuite essayer de voir comment on fait, ou est-ce qu'on travaille dans le clustering pour essayer d'identifier des types de cours, puis là, on choisit certains ensembles de cours, puis là, on essaye de les accompagner pour faire des meilleurs cours, mieux conçus pédagogiquement, ce qui devrait entraîner une plus grande diversité de ressources et d'activités. Donc, l'idée n'étant pas nécessairement d'avoir plus de ressources pour plus de ressources, mais de les accompagner pour faire un bon design de cours et que là, le résultat du tableau de bord serait non seulement utile pour guider les enseignants dans leur intervention pédagogique, mais devrait servir de feedback sur le design de cours lui-même.
Alors voilà, je vous remercie. Je vais laisser la place à Audrey.